France Inter. Secret d'info, Mathieu Aron. Le compte à rebours avait commencé à Tahiti le 1er janvier 64. Aujourd'hui, sur l'atoll d'Ao, la France possède une base avancée complète. Une piste de 3400 mètres peut accueillir les plus gros appareils. Tahiti, à l'heure atomique, reste somme toute assez semblable à Tahiti d'hier et de toujours. Un bord de mer de rêve où l'on se baigne perpétuellement au son des guitares. Un bord de mer de rêve à l'heure atomique, voilà ce qu'a été l'atoll d'Ao en plein Pacifique durant près de 30 ans. Ao, c'était la base où vivaient les militaires lors de nos campagnes d'essais atomiques. Et puis, tout s'est arrêté, le centre a été fermé en 2000. Bonsoir Philippe Reltien. Bonsoir Mathieu. Vous avez été enquêté sur place car Ao s'apprête à connaître une incroyable révolution. L'atoll, et c'est pour le moins stupéfiant dans une zone ultra polluée, pourrait bientôt accueillir sur plus de 32 hectares la plus grande ferme au monde d'élevage de poissons. Alors déjà, pour que l'on comprenne bien, Ao, ça ressemble à quoi aujourd'hui ? À un ruban de corail de 200 mètres de largeur ourlé d'une digue pour protéger du grand océan les 1200 habitants de la commune d'Otepa. On en fait vite le tour, une gendarmerie, un collège, un dispensaire, 3 commerces, une boulangerie, une pension de famille, 2 églises, un cimetière, un wharf pour sortir le bateau le dimanche, quelques cocotiers qui cachent mal les cicatrices de la démolition. L'armée, en effet, a rasé ces bâtiments, concassé le béton, laissé derrière elle 150 000 tonnes de terre polluée. Voilà à quoi ça ressemblait il y a 10 ans, quand Bruno Barrio, alors délégué du gouvernement polynésien pour le suivi des conséquences des essais nucléaires, y débarque à la tête d'une commission d'enquête. On a fait le tour de toutes les installations militaires qui avaient été abandonnées. C'était important pour eux de nous montrer l'état de délabrement de poubelles à ciel ouvert qui était devenu leur atoll. C'était vraiment, on se croyait dans une décharge publique, et puis sur des hectares. Des bateaux entiers passaient par la passe pour aller jeter du matériel radioactif au large à 300-400 mètres. On y jetait des avions entiers, des réacteurs, on y achetait des matériaux, alors on balançait ça en vrac. On a balancé des dizaines, des centaines de tonnes de matériel dans le lagon. Ça paraît à peine croyable aujourd'hui, Philippe. C'est pourtant bien ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, le lagon est encore et toujours en partie un dépotoir. Certains habitants, d'ailleurs, continuent de récupérer du matériel, comme Coco Danzer, épicier boulanger que j'ai accompagné dans sa tournée de ramassage des métaux semi-précieux sur la plage. À l'époque, on jetait n'importe quoi dans le lagon. Il y a des avions encore. Il y a des camions encore, ils ont retiré des camions, il y a encore des voitures aussi, du cuivre et du laiton. Là, au début d'année, je suis déjà à 8 tonnes. Où est-ce qu'on est là ? À la passe, monsieur. La passe Kaki. Ça, c'est l'océan. Il y a un endroit, c'est un ancien dépotoir, ils ont dépecé, nettoyé un peu, mais il reste encore des saletés. Si vous me dites qu'il y a encore des camions, c'est plutôt de ce côté-là ou de ce côté-là ? Il y a une partie qui est en plein océan et une partie qui est encore dans le lagon. Alors, avec tous ces déchets, il y a forcément une question que l'on se pose, Philippe Reltien, c'est de savoir s'il y a un danger ou non pour la population. Oui, un danger pour la santé, clairement mis en évidence dès 2012 par l'étude du cabinet Artelia. On avertit la population de cesser de consommer du poisson plus d'une fois par mois. Le poisson, c'est la nourriture quotidienne de base. Le poisson, comme les sols, contiennent des taux élevés de pyralène ou PCB, 8 sortes de métaux lourds comme le zinc, du plomb, des hydrocarbures. Tout ça peut entraîner de graves maladies. Et il faudra attendre pourtant 4 années avant qu'une étude de santé publique soit véritablement lancée auprès de la population, Philippe. Elle est financée à 80% par la France. Résultat attendu en 2017. Elle est menée par le docteur Édouard Suaz de l'Institut Malardé de Papeete. C'est un médecin polynésien installé dans le dispensaire d'Ao. Il propose une prise de sang aux patients volontaires pour l'étude, mais il doit bien sûr leur expliquer d'abord pourquoi et les informer des risques. On a vu certains polluants dans les sols, dans les cocos, et voire même ça a commencé dans les poissons. C'est pour ça qu'on est ici, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, pour évidemment avoir une idée des niveaux de polluants que l'on a dans les populations de Ho. D'accord ? C'est un peu difficile de dire quelles sont les procédures, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver chez vous. Mais on a imaginé tous les cas possibles. Donc il y aura quelque chose. Ok ?
La deuxième chose, c'est que toutes les analyses qui seront faites sont complètement gratuites. D'accord ? Est-ce que tu acceptes de participer à cette étude ? Ah oui. Je vous pose la question. Je sais qu'on mange du foie de mérou. Vous mangez ça aussi, vous ? Ah ouais, c'est bon le foie de mérou. Bon, le foie de mérou, ça filtre ou ça retient, y compris des particules radioactives. Probablement, oui. Probablement. Alors, on a bien entendu, Philippe Reltien, vous interrogez ce médecin sur un risque de radioactivité. Pourquoi cette question ? Parce qu'on a trouvé du plutonium au bout de la piste d'atterrissage qui servait à la base militaire. Une révélation tardive qui a provoqué, vous l'imaginez, une grosse émotion sur place. Ce qu'on a retrouvé, ce sont des poussières de plutonium sous 10 cm de dalle en béton. Une découverte somme toute logique, nous explique Bruno Barillot, car c'est là que les avions testeurs de radioactivité venaient se poser après les tirs. À l'époque des essais aériens, il y avait des avions, une escadrille spéciale d'avions Vautour qui étaient chargés de faire des prélèvements dans le nuage radioactif des explosions nucléaires. Et sous les ailes, ces avions avaient des espèces de collecteurs. Alors eux ne s'arrêtaient pas à la piste de 3400 mètres, ils allaient un peu plus loin sur ce qu'on appelait l'aire de décontamination d'avions Vautour qui avaient traversé le nuage radioactif chargé de radioactivité, de poussière, etc. Puis il fallait ensuite récupérer les collecteurs sous les ailes. Suite aux alertes que va lancer Bruno Barillot pour lever le doute sur la radioactivité, eh bien, il sera limogé par le gouvernement polynésien en 2013. Il faut rappeler aussi que des champignons atomiques, il y en aura 41 au total, et qu'à chaque fois, les avions, bateaux et combinaisons irradiées reviendront sur l'atoll pour être nettoyés, toujours aux mêmes endroits, comme ici, sur cette dalle en béton que nous décrit Bertrand Parent, rédacteur en chef de la revue Tahiti Hebdo. Quand ils revenaient, ils étaient décontaminés sur cette dalle, comme on le voit ici. Donc les ouvriers étaient à peu près protégés. Je dis à peu près parce qu'il y a pas mal de ces ouvriers qui aujourd'hui font partie des gens qui ont des maladies. Mais le problème, c'est que le plutonium est resté sous les dalles et une analyse récente a montré qu'il y avait du plutonium sous ces dalles. Et là, il y a aussi une polémique, puisque d'un côté, il y a l'IRSN, qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui explique qu'il ne faut rien faire, qu'il faut toucher à rien, que tant que ça reste sous les dalles, c'est pas grave. Il y a beaucoup d'associations qui s'inquiètent, qui disent non, c'est pas vrai. Si on a un gros cyclone, si on a une tempête, ces dalles peuvent se soulever, auquel cas elles libéreront le plutonium. La CRIRAD a notamment critiqué l'étude de l'IRSN en disant que cette étude était trop fragile, n'était pas assez poussée. Et donc il y a une grosse polémique à propos de ce plutonium aujourd'hui. Toutes les dispositions sont prises, comme vous le savez, pour que cela n'ait aucun inconvénient d'aucune sorte pour les chères populations de la Polynésie. Une grosse polémique et surtout une grosse inquiétude. Eh bien oui, on peut comprendre ces habitants qui vivent avec cette menace et qui ont le sentiment, à l'image de Roland Oldham, le président de l'association Moruroa et Tatou, qui fédère tous les anciens travailleurs du nucléaire, que les autorités ne prennent pas du tout leur avertissement au sérieux. Car non seulement il y a du plutonium sous cette fameuse dalle, mais ailleurs aussi. Quand les avions revenaient là, ils étaient nettoyés à jet d'eau et cette eau-là, avec des canalisations, allait directement dans le lagon. Pendant des années, on a déversé du plutonium en toute connaissance de cause dans le lagon de Hao. Et puis ce qui reste là, c'est sous les dalles, c'est du plutonium qui restait là. Aujourd'hui, on nous dit, ok, plutonium, mais c'est pas grave. Le plutonium, il restera là. J'arrive pas à accepter ça. Je boue de colère. J'ai demandé aux experts, ils étaient 6 ou 7 ou 8 experts du CEA, combien de vous ont vécu un cyclone ici en Polynésie? Est-ce que vous avez déjà vu un cyclone? Aucun de vous. Vous savez, un cyclone, quand ça arrive, les coraux, nous, on les retrouve à 400 mètres dans la montagne. Alors vous nous dites qu'il faut laisser la dalle là parce que ça ne va rien faire. Mais vous ne savez même pas de quoi vous parlez.
Et puis, il faut le dire, hein, Philippe Reltien, il n'y a pas que cette dalle en béton ou ces infiltrations de plutonium dans le lagon qui inquiètent les habitants de Hao. Hein. Non, il y a aussi des terres polluées, des montagnes de terre à nettoyer. Alors on a fait des trous pour enfouir profondément cette terre, mais ça ne suffit pas pour limiter totalement les risques. Alors les autorités ont opté pour une expérience pilote. La terre est isolée du sol dans des fosses de 80 cm de profondeur, recouvertes de bâches, avec des membranes au milieu et des enzymes glissées là-dedans pour faire le boulot. On appelle ça la technique par biotertre, mais comme le souligne Bertrand Parent, notre confrère de Tahiti Hebdo, personne n'est certain du résultat. On est dans l'expérimentation et notamment par rapport à cette expertise au biotertre, et il y a beaucoup de questions qui se posent parce qu'une fois encore, l'État l'a dit clairement, si cette méthode ne marche pas, il n'y a pas de plan B qui sont prévus pour l'instant. Il y a beaucoup de gens ici qui disent pourquoi on ne prend pas tous ces milliers de tonnes de terre et on ne les emmène pas à Moruroa, parce qu'on sait que Moruroa ne sera jamais propre et ne sera quasiment jamais rendu aux Polynésiens. Jamais habitable. Jamais habitable et jamais rendu aux Polynésiens. Mais ça coûte trop cher, nous dit-on à l'État. Ça coûte trop cher, alors c'est assez terrible d'entendre ça, mais le plus extraordinaire dans cette situation, c'est que malgré tout ce que vous venez de nous rapporter, Philippe, un méga projet vient de débuter sur l'atoll d'Hao. La première pierre a été posée en mai 2015 et il s'agit de bâtir une ferme aquacole géante. Gigantesque, puisque 110 000 mètres carrés ont été mis gratuitement pendant 15 ans à la disposition de la société chinoise Tahiti Nui Ocean Foods, un promoteur qui a le soutien d'un financier chinois, la China Development Bank. Celui qui a dessiné les plans de cette véritable ferme-usine s'appelle Koko Tehari Taputuarai, un petit patron de BTP de Tahiti, que les Chinois ont choisi parce qu'il a la réputation de bâtir très vite. Nous sommes devant les plans. Je lui fais remarquer que tout ça ressemble à la proue d'un cargo superconteneur géant et il commence à détailler l'édifice. Aucune usine de cette dimension n'existe en Polynésie française. Voilà le projet qui est devant vous. Ici, vous avez 56 bassins qui fait une superficie de 56 000 mètres carrés et qui fait à peu près 100 000 mètres cubes d'eau. Vous avez là le bâtiment de traitement du poisson, c'est l'usine de traitement. Oui, puisqu'il faut couper, il faut congeler, voilà. Il faut préparer. Il y a 220 personnes qui vont travailler. Ensuite, vous avez le bâtiment de traitement du poisson, l'usine, fait 2 fois 14 000 mètres carrés, c'est-à-dire 28 000 mètres carrés. Il n'y a pas un équivalent bâtiment ici sur la Polynésie. C'est un projet qui est colossal. Et derrière ce projet colossal, il y a un homme. Son nom, Wang Chen. C'est un globe-trotteur chinois, PDG de l'entreprise shanghaïenne Tianjue, spécialisée dans les pêches maritimes. Wang Chen trépigne d'impatience. Il veut entamer les travaux au plus vite car, explique-t-il à notre correspondante à Shanghai, Delphine Sureau, il compte bien continuer à étendre son empire de pêche sur l'ensemble des mers du globe. Je m'appelle Wang Chen. Nous sommes la compagnie Tianjue International Investment, spécialisée dans les affaires de pêche maritime. Mon premier travail était en Espagne. Ensuite, on s'est étendu à l'Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient. Donc on a fait l'Atlantique, l'océan Indien et 10 ans après, on arrive dans le Pacifique Sud. C'est pour cela que j'aime bien qu'on me surnomme le pêcheur. Le pêcheur, encore qu'il serait plus juste de parler de fabricant de poissons, car sa société, elle s'est spécialisée dans l'élevage de poissons à très grande vitesse. Et là, en effet, recours au même principe que pour élever du saumon en cage, que nous connaissons bien et qui vient des fjords norvégiens en principe. Vous changez le régime alimentaire de l'animal en lui donnant de la farine de poisson mélangée à du soja et à du maïs, mais avant, vous devez maîtriser sa reproduction et capturer des géniteurs. Ensuite, il faut faire éclore des œufs pour obtenir des alevins, opération pratiquée dans une écloserie. Mode d'emploi de cette technique avec Gérard Sioux, le président de l'Association maritime de Polynésie. Ils appellent ça en écloserie, pouvoir nourrir ces petites larves, ils appellent ça les post-larves, jusqu'à une certaine taille où ils vont grossir dans les différentes tailles de bassins jusqu'à une taille commerciale qui sera donc mise en cage. Ils maîtrisent cette technologie et donc ils sont capables de le produire d'une manière plus rapide parce qu'ils peuvent faire des étapes d'une manière parallèle. Ils peuvent faire de manière parallèle. Il y a quand même un petit côté apprenti sorcier là-dedans. Oui, car cette technique, que maîtrisent d'ailleurs très bien les Tahitiens pour les crevettes par exemple, n'a jamais encore été expérimentée sur des poissons tropicaux carnassiers comme le Napoléon Marat de 150 kilos à l'état sauvage ou le mérou, d'où les doutes exprimés par Gérard Sioux.
Maîtriser une espèce, en règle générale, on prend presque 10 ans. S'ils arrivent à le raccourcir en 3 ans, c'est extraordinaire. Ils ne communiquent pas sur ça. Ils ne partagent pas leurs secrets. Ils disent que c'est leur plus-value dans cette structure, ça c'est leur savoir-faire. Bon, secret de fabrication, on n'en saura pas plus. Il n'empêche que ce méga projet censé apporter des centaines d'emplois locaux grâce à l'élevage intensif de poissons tropicaux, ça semble presque trop beau pour être vrai. En tout cas, c'est trop gros, ça c'est sûr. Dans le bureau de Coco Terrail, le patron de BTP, l'auteur des plans de la ferme-usine, je découvre le document de présentation du projet chinois avec un objectif annuel de production de, il est écrit, nourriture océanique, assez incroyable. 1 million de tonnes. Ouais. C'est énorme ça. C'est même colossal. Pour moi, techniquement, la ferme actuelle ne peut pas lui permettre de faire 1 million de tonnes sur l'atoll de Hao. Pour avoir un élément de comparaison, sachez qu'actuellement, Aquapark, la plus grande ferme aquacole de Polynésie, ne produit que 75 tonnes de crevettes par an. Alors il n'empêche, Philippe, sur place, à Hao, on veut y croire. À commencer par le maire de Hao, Théodore Touariné, qui a 50 jeunes bacheliers professionnels à caser et 277 personnes sur une liste de futurs employés possibles de la ferme-usine chinoise. En mai 2015, comme vous l'avez dit, on pose la première pierre. Le maire accueille Wang Chen à bras ouverts. 1 an plus tard, encore ému, il n'hésite pas à me relire son discours d'accueil. Monsieur Wang Chen, cher ami, je ne me lasserai pas de vous le dire et vous le savez, vous êtes ici chez vous. Je souhaite que vous considériez cet atoll de Hao comme étant un petit bout de la Chine, comme un deuxième chez vous. Et je forme le vœu que nous puissions établir très prochainement, avec votre concours, un jumelage avec la ville de Shanghai. Évidemment, le projet fait aussi rêver l'unique boulanger de Hao. Ici, il est en train de démouler son pain. Il imagine déjà les nouvelles bouches à nourrir. Donc, si les Chinois ouvrent l'usine, c'est bon ça pour la boulangerie. Oh ouais, c'est bon, ouais. Ça fait un beau chiffre d'affaires. Et du travail. Du travail en plus, ouais. Encore un signe de l'enthousiasme local, l'église mormone de Hao s'est mise à proposer des cours de mandarin gratuits. Il va bien falloir se comprendre. Et puis Philippe, les autorités locales se veulent très rassurantes. Il n'y a, selon elles, aucun risque à élever du poisson dans ce lagon. Au sein du gouvernement de Polynésie française, Teva Rofrich est en charge de l'économie bleue et de l'innovation. Vous allez l'entendre, pour lui, l'intérêt du projet ne se discute pas. Vous me posiez la question de l'intérêt pour la Polynésie, il est avant tout celui de créer de l'activité économique et de l'emploi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne sacrifiera pas à la rapidité, la préservation et la protection de notre environnement. Donc il y a formellement dans notre droit des études d'impact qui doivent être menées, et c'est l'objet en fait de toutes les discussions qu'il y a en ce moment avec le groupe d'investisseurs. Et celles-ci sont menées conformément à l'état de droit qui existe en Polynésie française. On ne sacrifiera pas nos lagons. On ne sacrifiera pas nos lagons. Alors on peut souligner quand même qu'ils l'ont déjà été en partie à cause des essais nucléaires, mais qu'ils risquent de l'être encore plus si un élevage intensif s'y développe. Oui, car on ne produit pas du mérou ou du Napoléon par dizaines ou centaines de milliers de tonnes sans effet secondaire sérieux. Les scientifiques que j'ai pu interroger sont au mieux sceptiques, au pire très préoccupés par ce projet chinois. D'abord, Éric Cluat, il est vétérinaire, expert en biodiversité marine. Je l'ai vu à Papeete. Comme les mérous ou le Napoléon sont des espèces carnivores du haut de la chaîne, m'explique-t-il, pour les nourrir, il va falloir d'abord importer beaucoup de farine. Les quantités à produire sont faramineuses. On a des taux de conversion chez ces poissons-là. Le taux de conversion, c'est on a besoin de combien de grammes de protéines pour produire 1 gramme. On a besoin de 10 grammes, c'est-à-dire il est de 1 à 10. Dit autrement, on veut produire 50 000 tonnes de poissons, il faut importer 500 000 tonnes d'aliments. Ici, si on utilise les déchets de thon, à titre indicatif, c'est 1000 tonnes par an. Donc ça veut dire qu'il faut en trouver encore 499. Vous imaginez déjà l'impact que ça va avoir en termes d'importation, mais surtout en termes d'eutrophisation, c'est-à-dire d'asphyxie possible de ces lagons, en particulier le lagon de Hao, qui n'est pas particulièrement bien, je dirais, drainé. Premier impact, premier risque, donc l'asphyxie du lagon, Philippe. Mais ça ne s'arrête pas là. Jean-Philippe Ciblet, qui est le directeur du service du patrimoine au Muséum d'histoire naturelle à Paris, met en garde contre ce type d'élevage intensif qui existe déjà pour les poulets, les cochons ou les vaches. Et pour les poissons, c'est pareil. Tout l'écosystème risque d'être bouleversé.
On joue aux apprentis sorciers sur cette affaire, c'est assez clair. Il faut bien voir que l'élevage de poissons, la pisciculture intensive, notamment en mer, qui nous a été vendue il y a maintenant presque 30 ans comme étant le moyen de sauver l'humanité de la famine, a atteint des limites. Elle a atteint des limites parce que la promiscuité génère des maladies, qu'elle génère des concentrations de produits, médicaments ou autres, qu'elle génère aussi une prolifération d'espèces indésirables liées à la concentration d'aliments, qu'on en arrive même à transformer, comme pour la vache folle, les régimes alimentaires complets de certains animaux. Hein. Alors là, en l'occurrence, on a affaire à des carnivores, très bien, mais on voit bien que compte tenu des volumes, des superficies et des quantités, ça aura immanquablement des conséquences assez importantes sur les écosystèmes. À noter que Jean-Philippe Siblet réclame un moratoire pour ce projet. Enfin Philippe, vous avez également été consulter le directeur de l'Ifremer de Tahiti. Il s'appelle Benoît Beliaef. L'Ifremer a mis 10 ans pour réussir à élever sans risque une autre espèce de poisson plus petite et herbivore. Il s'inquiète de la présence avérée de certaines algues toxiques dans le lagon. Quand on va élever par exemple des poissons dans un lagon, le risque c'est effectivement de donner des poissons locaux à manger à ces poissons. Là on a affaire effectivement à des microalgues toxiques, par exemple des poissons perroquets, vont brouter le corail et il va être lui-même ingéré par des poissons carnivores, dont des mérous, dont d'autres poissons comme des carangues, etc. Et ceux-là deviennent vraiment encore plus toxiques. C'est pas anodin quand ça passe dans la chaîne alimentaire. Alors bien sûr, ça dépend de la dose que vous recevez. Ça peut aller de la simple démangeaison, d'où le nom gratte, à la mort, en passant par différents stades. Les premiers symptômes, c'est effectivement les démangeaisons, mais on a aussi un phénomène d'inversion thermique, c'est-à-dire que vous prenez une douche froide, elle vous semble brûlante et inversement, parce que ça va affecter les liaisons nerveuses. C'est carrément très inquiétant ce que nous dit votre interlocuteur. Alors à ce stade de votre enquête, Philippe, j'ai envie de vous demander, mais où ça va s'arrêter? En effet, on se résume, un atoll avec des risques d'irradiation et puis des techniques d'élevage qu'on va dire à risque. On se demande quand même pourquoi les Chinois se lancent dans un tel investissement et dans un tel endroit. Évidemment, c'est bien ce que j'ai cherché à comprendre. Et il faut reconnaître qu'à ce stade, on en est réduit aux hypothèses compte tenu du caractère assez délirant de ce projet. Première hypothèse, même si économiquement cette ferme géante semble vouée à la faillite, elle pourrait, selon le vétérinaire Éric Lua, servir aux Chinois de centre de recherche officieux d'éprouvettes, si vous préférez. Écoutez, l'intérêt d'un projet économique qui n'est pas rentable, c'est de s'inscrire dans ce qu'on appelle la recherche-développement, c'est-à-dire d'être prêt à perdre de l'argent pour tester, je dirais, de nouvelles modalités de production. Mais il reste à la Polynésie à rester très vigilante sur les effets, je dirais, secondaires néfastes que ça peut supposer, notamment en matière environnementale. On se demande quand même quel serait l'intérêt de mener des recherches expérimentales d'une telle ampleur. Il y aurait, selon Charles Aigretot, auteur de la première étude d'impact environnemental, c'est un ingénieur agronome, expert en fonds marins, il y aurait en Chine une vraie demande de consommation de poissons de luxe sur le marché chinois. Imaginez une étiquette poisson de lagon bleu de Polynésie sur l'emballage dans les supermarchés, ce serait un incomparable argument de vente. À un moment donné, moi j'ai entendu des justifications que ça correspondait à une espèce d'attente de luxe, de produits de luxe sur le marché intérieur chinois. Avec le mérou et avec le marin Napoléon. Alors, jamais élevé, d'après ce qu'on m'a expliqué, en productif comme ça intensif, c'est-à-dire en gros volume. C'est maîtrisé, les cycles sont connus et maîtrisés d'un point de vue scientifique, mais le passage à l'industriel n'a jamais été effectué. Et le mérou pourrait donc devenir, si j'ose dire, une sorte de poule aux œufs d'or. Mais il y a d'autres arguments beaucoup plus prosaïques. Il faut en effet savoir que la Polynésie a mis les petits plats dans les grands pour inciter les Chinois à investir chez elle, en offrant des terrains gratuits et des exonérations fiscales extraordinairement avantageuses. Le ministre de l'économie bleue du gouvernement polynésien ne cache pas que la Polynésie a déroulé le tapis rouge. La Polynésie est autonome sur le plan fiscal et nous avons pris un certain nombre de mesures attractives pour nous ouvrir aux investissements étrangers. Effectivement, on pourrait l'appeler un tapis rouge. Il y a une loi de pays qui a été votée par l'Assemblée de Polynésie, mais qui s'adresse aux investissements de plus de 40 milliards de francs CP. Ça fait 400 millions d'euros, donc des investissements assez colossaux. Un tapis rouge fiscal encouragé par le gouvernement français. Le 22 février dernier, François Hollande, en visite à Tahiti, soutient cette politique de défiscalisation. Mais vous allez l'entendre, il ne parle pas que du projet de la ferme géante de Hao. Non, il évoque également un autre investissement. J'ai pris une première décision qui valait pour l'ensemble
des collectivités du Pacifique, c'est le dispositif de défiscalisation jusqu'en 2025. Jusqu'en 2025, les investisseurs peuvent savoir qu'il y aura donc cette défiscalisation et donc peuvent venir. Et notamment, je vais citer 2 projets, le complexe touristique de Mana Beach à Tahiti ou la ferme aquacole de Hao que vous m'avez présenté. Voilà 2 projets qui vont être accompagnés par la défiscalisation. On a bien entendu, le président parle bien de 2 projets, celui d'Hao qu'on connaît, mais qu'est-ce que c'est que cet autre projet de complexe touristique de Mana Beach, Philippe ? C'est un méga complexe de 3000 chambres. Il n'y en a que 6000 en ce moment dans les hôtels tahitiens, auxquels on adjoindrait une marina pour les yachts et un casino. La réalité, c'est bien que la Chine s'implante massivement en Polynésie et la ferme d'Hao n'est qu'une sorte de poisson pilote de projets encore plus faramineux. Ces projets, ils sont détaillés dans un communiqué du gouvernement polynésien, vous allez le découvrir, pour le président de cet établissement financier. Il n'est plus seulement question de poissons, extrait du communiqué lu par Benoît Colomba. M. Wang Feng a réaffirmé le soutien et l'intérêt de sa banque pour des projets d'investissement en Polynésie française. À cet égard, il a confirmé que sa banque a finalisé son apport financier au projet aquacole de Tahiti Nui Ocean Foods et au projet de rachat d'hôtels par Hainan Tourisme en Polynésie française. En outre, la China Development Bank possède des équipes d'ingénieurs pour aider la Polynésie française à faire des propositions techniques et financières sur les grands projets tels que la Route du Sud, l'aéroport international de Bora Bora ou l'aéroport de Pha. On comprend donc que pour la Chine, la Polynésie pourrait devenir une sorte d'Eldorado. Mais pour revenir en conclusion, Philippe, à la ferme géante d'Hao, quand même, les autorités polynésiennes n'ont pas conscience du risque pour la santé publique ? Je dirais pas ça, c'est plus subtil. S'il y a un problème sanitaire, eh bien, disent les autorités locales, ce n'est pas à nous de le régler, c'est à la France de prendre ses responsabilités. C'est en tout cas ce que répond le ministre Rofrich quand je l'interpelle sur les dangers pour la santé. Vous n'avez pas peur qu'on associe le passé et l'avenir ? C'est-à-dire qu'on dise que le poisson de Hao, il a des relents de plutonium ? Si le poisson de Hao avait des relents de plutonium, je crois que c'est surtout à l'État français d'avoir peur effectivement de ce genre d'annonce, parce qu'on nous a toujours vendu les essais propres, et j'espère qu'ils l'étaient vraiment. Comme moi, vous savez qu'ils n'étaient pas propres. Mais ils n'ont pas eu lieu à Hao. La Hao était la base arrière militaire où effectivement j'ai lu dans des manuels comme vous que les avions qui passaient dans les nuages étaient nettoyés. Mais en l'occurrence, il semblerait que l'atoll soit préservé de cette pollution au plutonium. Si il s'avérait qu'elle ne l'était pas, je crois que c'est à l'État effectivement de prendre sa responsabilité. Une toute dernière précision, Mathieu. Il faut savoir qu'il n'y a pas de loi pollueur-payeur en Polynésie française. L'industriel est responsable de son usine et de ses rejets. Mais comme ce sont des pêcheurs polynésiens qui seront propriétaires de leur cage flottante dans le lagon, il demeure un doute. Qui serait responsable au cas où des rejets organiques massifs entraîneraient la mort tragique du lagon ? On ne sait pas. Personne peut-être. Merci beaucoup Philippe Reltien pour cette enquête qui est à retrouver sur notre site internet franceinter.fr et sur la page Facebook de Secret d'Info. On signale qu'il y a un 2e volet à votre enquête consacré à l'absence de réparation suite aux essais nucléaires que vous pourrez entendre dans le magazine Interception, c'est dimanche prochain. Et tout de suite, on va rester dans le domaine du nucléaire puisqu'on reçoit Bruno Tertrais, auteur avec Jean Guinel d'un livre enquête, Le Président et la bombe. Excuse me, Mr. Minister. You say you do the right choice with nuclear